Il y a une salle à Pékin, aujourd'hui même, où se joue simultanément l'avenir du commerce mondial, le destin de Taïwan, l'issue de la guerre en Iran, et la question de savoir lequel des deux pays, les États-Unis ou la Chine, sera la puissance dominante de ce siècle. Cette salle, c'est le Grand Palais du Peuple, le monument de pouvoir qui borde la place Tiananmen. Et les deux hommes assis l'un en face de l'autre, à l'intérieur, sont Donald Trump et Xi Jinping. C'est la première visite d'un président américain en Chine depuis celle que Trump avait lui-même effectuée en 2017. 9 ans d'absence. Et un monde qui a profondément changé entre ces deux visites. Donald Trump a proclamé ce matin son honneur d'être aux côtés de Xi Jinping, l'honneur d'être son ami. Il a promis que les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Xi, lui, a choisi des mots plus mesurés et beaucoup plus lourds de sens. Nous devons être des partenaires, pas des rivaux. 7 mots, une stratégie diplomatique entière. Aujourd'hui, on décortique ce sommet, ce qui s'y dit vraiment, ce que chaque camp veut obtenir, ce que Taïwan craint, ce que l'Iran signifie pour tout ça, et pourquoi cette réunion au sommet compte autant pour le reste du monde que pour les deux pays concernés. Comment on en est arrivé là ? Pour comprendre pourquoi ce sommet est aussi chargé, il faut remonter à 18 mois en arrière. Xi et Trump ont conclu en octobre une trêve commerciale dont les prolongements devaient figurer parmi les sujets de discussion du sommet. Mais avant cette trêve, il y avait eu une guerre commerciale féroce, des droits de douane records, des listes noires, des expulsions technologiques et une rhétorique de découplage qui faisait craindre à certains économistes la fin de la mondialisation telle qu'on la connaissait. Puis quelque chose s'est cassé, côté américain. En février dernier, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane réciproques globaux de Trump, les jugeant inconstitutionnels. D'un coup, l'arme économique principale de Trump disparaissait, et avec elle, une partie de son levier de négociation. Alors Trump a changé de stratégie. Plutôt que d'imposer par décret, il allait négocier en personne. Et il n'est pas venu seul. Trump a emmené le directeur de Boeing, Kelly Ortberg, Elon Musk, les patrons d'Apple et de Nvidia, une délégation de PDG parmi les plus puissants du monde américain des affaires. Ce n'est pas un voyage diplomatique ordinaire, c'est une démonstration de force commerciale, un message envoyé autant aux marchés mondiaux qu'à Xi Jinping. Derrière Trump, il y a le capital privé américain et il est prêt à faire des affaires. La cérémonie qui dit tout sans un mot. Avant même que les premiers mots soient échangés en salle de réunion, le protocole de la cérémonie d'accueil a déjà dit beaucoup. Xi Jinping a déroulé le tapis rouge à Donald Trump au monumental Palais du Peuple. Après avoir passé en revue une garde militaire au son d'une salve de canon, Trump et Xi ont foulé ce tapis rouge devant une foule d'enfants portant des fleurs et agitant les drapeaux des deux pays en scandant « Bienvenue, bienvenue, chaleureuse bienvenue ». En diplomatie chinoise, ce niveau de protocole ne s'improvise pas. Chaque détail, la garde militaire, les enfants, les hymnes joués en simultané, le tapis rouge, est un message adressé à l'opinion publique internationale. La Chine traite Trump comme un égal. La Chine n'est pas en position de faiblesse. La Chine accueille. La Chine insistait à l'approche du sommet sur sa quête de stabilité. Et cette cérémonie d'accueil était la traduction visuelle de cette stabilité recherchée. Deux grandes puissances qui se parlent, qui se respectent, qui ne sont pas en train de se faire la guerre. Mais derrière les sourires et les poignées de main, les sujets de friction sont nombreux et certains sont potentiellement explosifs. Ce que chaque camp veut vraiment. Tout sommet a un agenda public et un agenda réel. Ici, l'écart entre les deux est considérable. Du côté américain, Trump veut des résultats concrets qu'il peut présenter comme des victoires avant les élections de mi-mandat. En haut de la liste de vœux de Washington figurent des accords dans le domaine de l'agriculture et peut-être la confirmation d'une commande massive d'avions auprès de Boeing. Trump espère aussi la promesse d'investissement chinois aux États-Unis. Un sénateur républicain qui venait de se rendre en Chine avec une délégation du Congrès avait résumé la semaine dernière ce qu'il espérait voir sortir du sommet: Boeing, bœuf et haricots de soja. 3 mots, 3 industries, 3 arguments électoraux.
Trump veut également faire pression pour que la Chine, premier importateur de pétrole iranien et partenaire stratégique de Téhéran, use de son influence en vue d'une sortie de crise dans le Golfe. Du côté chinois, les priorités sont différentes. Xi a promis dès les premières heures d'ouvrir davantage son pays aux entreprises étrangères, y compris américaines, déclarant que la porte de l'ouverture de la Chine continuera de s'ouvrir toujours plus grand. Mais ce que Pékin veut vraiment en échange, c'est un assouplissement des restrictions américaines sur les semi-conducteurs et les technologies stratégiques. Jensen Huang de Nvidia était dans la salle, ce n'était pas un hasard. La Maison-Blanche pourrait chercher à prolonger la détente actuelle pour sécuriser l'accès aux minerais critiques tout en obtenant certains gains immédiats susceptibles de renforcer la politique économique de l'administration avant les élections de mi-mandat. Washington et Pékin discuteraient également de la création d'un Conseil du commerce et de l'investissement destiné à gérer durablement leurs différends, ainsi que d'une réduction réciproque de certains droits de douane. Xi Jinping a dit quelque chose ce matin qui, pris hors contexte, peut sembler purement philosophique, mais qui en réalité est un avertissement soigneusement formulé. Il a cité le piège de Thucydide, la théorie popularisée par l'historien de Harvard Graham Allison, selon laquelle une puissance montante et une puissance établie sont historiquement vouées à entrer en conflit. Xi a posé la question directement, les États-Unis et la Chine peuvent-ils surmonter ce piège ? En mentionnant ce concept, Xi accomplit plusieurs choses à la fois. Premièrement, il se positionne comme le dirigeant le plus conscient des dynamiques historiques dans la salle, celui qui pense à long terme pendant que l'autre pense aux prochaines élections. Deuxièmement, il envoie un signal aux observateurs du monde entier, la Chine ne veut pas la guerre, mais elle sait que l'histoire la rend possible si Washington fait des erreurs. Troisièmement, il crée un cadre narratif qui avantage Pékin. Si la Chine propose le partenariat et que les États-Unis refusent, qui est responsable du conflit ? Xi a également dit que les intérêts communs des deux pays l'emportent sur leurs différends. Trump a qualifié Xi de grand dirigeant, c'est la diplomatie de façade. Derrière, les vraies négociations sont infiniment plus complexes. Partie 5. Taïwan, la ligne rouge qui ne bouge pas. Et puis il y a Taïwan, le sujet que tout le monde redoutait d'entendre nommer et qui a été nommé dès les premières minutes du sommet. Pour Xi Jinping, Taïwan est le sujet le plus important dans les relations entre Pékin et Washington. Si la question de Taïwan est mal traitée, les États-Unis et la Chine pourront entrer en conflit, a-t-il averti. Ce n'était pas une menace voilée, c'était une déclaration explicite, publique, prononcée devant les caméras du monde entier. Xi n'a pas attendu les coulisses pour dire cela, il l'a dit en ouverture. Pourquoi cette franchise inhabituelle ? Parce que Pékin veut graver cette ligne dans le marbre avant que les discussions privées ne commencent. Il s'agit de définir le coût d'une erreur américaine et de le définir publiquement, de sorte que Trump ne puisse pas prétendre ne pas avoir été prévenu. La politique américaine sur Taïwan repose sur un soutien militaire robuste à l'île, sans reconnaissance à part entière, ni soutien ouvert aux velléités d'indépendance. C'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique, une position délibérément floue qui dissuade à la fois une déclaration d'indépendance taïwanaise et une attaque chinoise. Mais Pékin veut que ce flou se dissipe en sa faveur. La Chine chercherait au minimum à prolonger la détente actuelle et à convaincre Trump de reporter indéfiniment la vente d'un nouveau paquet d'armes à Taïwan. À Taipei, le gouvernement suit ce sommet heure par heure. Le ministre des Affaires étrangères a dit à ses parlementaires que Washington avait répété publiquement et en privé que la politique américaine sur Taïwan restait inchangée. Mais Taipei prépare des surprises possibles. Ce mot « surprise » dit tout sur le niveau d'anxiété à Taipei en ce moment. Le secrétaire d'État Marco Rubio a lui-même répété, après les premières discussions, que la politique américaine sur Taïwan n'a pas changé et reste cohérente avec les administrations précédentes. Une réassurance publique adressée autant à Taipei qu'à l'opinion américaine. Mais les mots précis que Trump utilisera lui-même, pas Rubio, Trump, dans le communiqué final, seront analysés à la loupe par les capitales du monde entier. Partie 6. L'ombre de l'Iran.
Il y a un troisième pays qui n'est pas dans la salle, mais dont la présence domine toutes les conversations. L'Iran. La guerre États-Unis-Israël contre l'Iran a commencé le 28 février. L'administration Trump avait prédit qu'elle serait terminée en 4 à 6 semaines. Elle dure maintenant depuis près de 3 mois. Le prix de l'énergie monte, l'opinion publique américaine s'impatiente et le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement par lequel transite 1/5 du pétrole mondial, reste une zone de tension permanente. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Iran et son premier acheteur de pétrole. Cela donne à Xi un levier de négociation considérable, un levier que l'administration Trump n'avait pas pleinement anticipé quand elle a lancé la campagne militaire. Trump a besoin que Xi fasse pression sur Téhéran. Xi le sait, et le prix de cette coopération, en termes de concessions commerciales, d'accès aux semi-conducteurs et de formulation sur Taïwan, se négocie derrière les portes fermées du Palais du Peuple en ce moment même. Les deux parties ont convenu que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert afin de garantir la libre circulation des produits énergétiques. Xi a également exprimé son intérêt pour acheter davantage de pétrole américain afin de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis du détroit. C'est une déclaration significative. Elle signifie que Pékin est prêt à restructurer une partie de ses approvisionnements énergétiques dans le cadre d'un accord plus large. Ce n'est pas anodin. Partie 7, la caravane de PDG et ce qu'elle signifie. Revenons un instant sur la composition de la délégation américaine parce qu'elle dit quelque chose d'important sur la stratégie de Trump. Autour de Trump à Pékin, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le conseiller Stephen Miller et Elon Musk, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple, Larry Fink de BlackRock, Kelly Ortberg de Boeing. Cette configuration est délibérée et envoie plusieurs messages simultanément. D'abord, elle signale que ce sommet n'est pas seulement politique, c'est un sommet d'affaires. Les PDG sont là pour conclure des contrats, pas pour assister à des discours. Ensuite, elle démontre que le capitalisme américain est derrière Trump dans cette démarche. Ce n'est pas un accord unilatéral imposé par l'État, c'est un partenariat entre le gouvernement et les entreprises. Enfin, elle crée une pression réciproque. Xi a accueilli ses PDG personnellement. Xi leur a dit que la porte de l'ouverture de la Chine continuera de s'ouvrir toujours plus grand. Ces hommes repartiront avec des engagements et ces engagements créeront leur propre dynamique commerciale indépendamment de ce que les gouvernements décident. C'est une forme de diplomatie parallèle et c'est peut-être la partie du sommet qui aura les effets les plus durables. Ce que les marchés attendent. Pendant que les diplomates échangent des formules soigneusement pesées, les marchés attendent des nombres. Les traders prévoient une prolongation de la trêve commerciale et des achats massifs d'avions Boeing par la Chine. Ces deux résultats, s'ils se concrétisent, représenteraient une désescalade significative du conflit commercial qui a dominé 2025. Les experts anticipent également que Trump et Xi pourraient annoncer de grandes commandes chinoises de soja américain à la conclusion du sommet. Pour les agriculteurs américains qui ont perdu des contrats pendant la guerre commerciale, ce serait une victoire tangible et immédiate. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a suggéré que les deux pays sont proches d'un accord sur la vente d'une grande commande d'avions Boeing et qu'ils discuteront également de garde-fous pour le développement de l'intelligence artificielle. Ce dernier point, l'IA, est celui qui aura les conséquences les plus profondes à long terme. Qui établit les règles du développement de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale? Qui contrôle les puces qui font tourner ces systèmes? Ces questions, pour l'instant techniques, sont en train de devenir géopolitiques. Le monde qui se dessine à Pékin. Revenons à la grande image. Ce sommet révèle quelque chose de fondamental sur le monde de 2026. L'ère de la confrontation pure et simple entre Washington et Pékin a peut-être atteint ses limites. Non pas parce que les deux pays sont devenus amis, mais parce que les deux ont compris qu'ils ne peuvent pas se permettre le coût d'une rupture totale. Xi a dit à Trump « Nous devons y parvenir et ne jamais tout gâcher ». C'est une phrase remarquable pour un chef d'État chinois. Elle reconnaît implicitement la fragilité de la relation. Elle reconnaît que des erreurs sont possibles. Et elle exprime une volonté, sincère ou non, de les éviter. Trump, de son côté, est venu avec une délégation de PDG et la promesse d'un avenir fabuleux.
Il ne cherche pas à réécrire l'ordre mondial, il cherche des accords qu'il peut annoncer comme des victoires. Les deux dirigeants devraient se rencontrer à nouveau lors du sommet de la PEC à Shenzhen en novembre et du G20 à Miami en décembre. Ce sommet de Pékin n'est donc pas un point final, c'est le début d'un processus de gestion de la relation la plus complexe et la plus déterminante du XXIe siècle. Pendant que Trump et Xi dînent ce soir au Palais du Peuple, le reste du monde retient son souffle. Parce que ce qui se décide dans cette salle ne concerne pas seulement les États-Unis et la Chine, ça concerne l'Iran, Taïwan, le pétrole, les puces électroniques, l'intelligence artificielle, le blé, le soja, les avions. Ça concerne d'une manière ou d'une autre à peu près tout le monde.